Il est 13h, bonjour. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. 29 389 150 personnes vivent en Côte d'Ivoire. Les résultats globaux définitifs du recensement général de la population et de l'habitat 2021 ont été présentés au Conseil des ministres tenu hier au Palais présidentiel. Un sujet abordé également l'annonce d'une rencontre entre le président de la République et les deux anciens chefs d'État, Laurent Gbagbo et Henri Konan-Bédié. Un atelier portant sur une approche conseil agricole spécifique ORI s'est tenu à Abidjan, atelier organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural en collaboration avec l'Agence pour le développement de la filière riz. On en parle dans cette édition. Et puis au Nigeria, suite à une attaque minutieuse et synchronisée perpétrée contre la prison de Kuje à Abuja, près de 900 détenus se sont évadés, 443 sont encore disparus. Les autorités nigérianes attribuent cette attaque aux rebelles extrémistes islamistes. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre depuis la nuit d'hier, 3 heures et peut-être même plus tôt. Par endroits, des pluies ont été enregistrées sur le district d'Abidjan, des gouttes de pluie qui peuvent être à l'origine de dégâts incommensurables, comme vous le savez certainement, selon les informations météo mises à disposition par la Sodexam. Cette situation pluvieuse se poursuivra tout au long de cette journée. L'on note une certaine accalmie au niveau de la zone de Cocody en ce moment. Pour ce qui concerne le point côté sapeurs-pompiers, aucune intervention signalée pour l'heure, juste une alerte côté Carrefour à 9 kg, Rivière-à-Palmeraie. Et si vous êtes au chaud et à l'abri de toute forme d'inondation, restez-y. Au cas échéant, quittez les zones à risque. Appel donc à la vigilance et à surtout rester attentif aux messages d'alerte du gouvernement. Du côté du palais présidentiel, un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi, conseil des ministres présidé par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Plusieurs questions essentielles ont été abordées au cours de ce conseil des ministres. La présentation des résultats globaux définitifs du recensement général de la population de l'habitat, l'annonce d'une rencontre entre le président de la République et les deux anciens chefs d'État, Laurent Gbagbo et Henri Konan-Bédié. Le point de cette rencontre avec Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 6 juillet, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a adopté un projet de loi portant modification de la loi du 9 octobre 2001 relative à la composition, aux attributions et fonctionnement de la commission électorale indépendante. Cela conformément aux conclusions du dialogue politique de mars 2022 initié par le gouvernement. Ce projet de loi crée 2 nouveaux postes de membres de la commission centrale de la CEI et des commissaires locaux. Ces postes seront dévolus pour l'un à une personnalité proposée par le parti au pouvoir et l'autre à une autre personnalité désignée par l'opposition. Il institue en outre un 4e poste de vice-président au sein du bureau de la commission électorale indépendante. Financement partiel du projet de développement intégré du Wassoulou dans le nord-ouest du pays. Le Conseil a autorisé la ratification d'un accord de prêt conclu entre la Côte d'Ivoire et la Banque ouest-africaine de développement. Ce projet vise à renforcer les échanges transfrontaliers en contribuant à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans les zones d'intervention. Le projet prévoit, entre autres, la construction de 2 barrages d'une capacité totale de 18,3 millions de mètres cubes et l'aménagement de 249 hectares en aval des 10 barrages pour la riziculture, le maraîchage, la construction d'un marché régional et la réalisation de 77,5 km de pistes de désenclavement sur les sites de production. Le compte-rendu du groupe consultatif, le gouvernement salue la forte mobilisation des partenaires au développement. Les annonces de financement des partenaires sur la période 2021-2025 s'élèvent à 26,18 milliards de dollars, soit 15 707 milliards de francs CFA. Ce niveau de mobilisation exceptionnel représente une réalisation de l'objectif du groupe consultatif de 168,2%. Ces contributions exceptionnelles des partenaires représentent en effet près de 70% en plus par rapport à l'objectif fixé de 9 335,6 milliards de francs CFA, soit 15,5 milliards de dollars
pour les besoins de financement destinés à l'investissement public. Toujours au titre du plan et du développement, le Conseil a examiné les résultats globaux et définitifs du recensement général de la population et de l'habitat réalisé sur la période du 8 novembre au 14 décembre 2021. Il en ressort que la population vivant sur le territoire ivoirien se chiffre à 29 389 150 habitants, comprenant 22 840 169 personnes de nationalité ivoirienne, soit 78%, et de 6 435 835 personnes de nationalité non ivoirienne, soit 22%, pour un nombre total de ménages ordinaires de 5 616 487, ce qui nous donne une taille moyenne de 5,2 personnes par ménage. Le gouvernement a également entendu une communication relative aux résultats du BEPC. Ces résultats donnent cette année un taux de 28,89% d'admis. Nous avons eu 519 449 candidats avec 150 081 admis, ce qui donne donc ce taux de 28,89%. Amélioration des conditions de vie des populations, le Conseil s'est penché sur la question de la cherté de la vie. Le gouvernement continuera donc les efforts pour protéger le portefeuille de l'Ivoirien. C'est en cela que les mesures de plafonnement donc, de certains produits ont été maintenues, notamment en ce qui concerne le gasoil. Et vous devez savoir que cela induit donc en fin juin une subvention de 405 milliards de francs CFA sur les hydrocarbures, aussi bien le gasoil donc que le super. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs indiqué que la rencontre du président de la République Alassane Ouattara avec les anciens chefs d'État, les présidents Henri Konaté Dieye et Laurent Gbagbo, aura lieu le 14 juillet. On reste au palais présidentiel où le président Alassane Ouattara a accordé une audience au prix Nobel de l'économie Esther Duflo. La lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire et les solutions les plus efficaces et les plus rapides à envisager étaient au cœur de ces échanges. On retrouve Awa Touré. À Abidjan, dans le cadre de l'école d'été méthodologie du développement destinée aux chercheurs et décideurs, la lauréate du prix Nobel d'économie 2019, reçue par le président de la République Alassane Ouattara, l'occasion d'évoquer avec le chef de l'État les questions liées à la lutte contre la pauvreté. Nous avons parlé de l'importance pour le pays de s'attaquer au problème de la pauvreté. Il y a encore 38% de gens qui vivent dans la pauvreté en Côte d'Ivoire. C'est mieux qu'il y a plusieurs années, mais il y a encore du travail à faire. Nous avons évoqué certaines pistes et certaines possibilités de travail commun pour réfléchir à des solutions les plus efficaces et les plus rapides possibles. Le président a insisté sur son impatience à résoudre ces problèmes, tous les problèmes des gens qui vivent dans la pauvreté, que ce soit la mortalité infantile, l'éducation, l'accès à l'emploi, le plus rapidement possible. Madame Esther Duflo s'est par ailleurs félicitée de la détermination du président Alassane Ouattara à lutter contre la pauvreté. Loin des parvis du palais présidentiel, la commission de la concurrence a organisé un atelier de renforcement des capacités d'acteurs économiques et organisations professionnelles sur les textes régissant la concurrence. L'objectif étant de contribuer de manière efficiente à l'amélioration du niveau de mise en œuvre des textes communautaires de la concurrence, une sensibilisation qui permet de garantir et de favoriser l'émergence d'un marché ouvert et concurrentiel en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bango nous en parle. La commission de la concurrence poursuit la sensibilisation des acteurs économiques sur le fonctionnement et la réglementation du jeu de la concurrence. L'objectif étant de mener la surveillance du marché afin de déceler et réprimer les dysfonctionnements liés aux pratiques anticoncurrentielles.
Sans régulation, vous avez un marché désordonné où il y a des possibilités de cartels, d'ententes, de positions dominantes. Il faut le régulateur pour mettre de l'ordre et dire aux gens, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Et voici les voies de recours quand vous êtes dans une situation de faiblesse par rapport à certaines grandes entreprises ou moyennes. Cet atelier, qui s'adresse aux responsables d'organisations professionnelles, veut rendre accessible le droit de la concurrence à ses utilisateurs. Si ce jeu est pleinement observé entre les opérateurs, c'est à l'avantage des consommateurs par rapport au prix, par rapport à la transparence dans les transactions commerciales. La Commission a une compétence exclusive sur les pratiques anticoncurrentielles comme les abus de position dominante, les ententes anticoncurrentielles et les concentrations. Elle instruit notamment ces dossiers sous la supervision de la Commission de l'UEMOA. Parlons à présent de riziculture. Un atelier portant sur une approche conseil agricole spécifique au riz s'est tenu à Abidjan, atelier organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural en collaboration avec l'Agence pour le développement de la filière riz. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la coopération sud-sud entre la FAO et la République bolivarienne du Venezuela, Espérance Jacalé et Cheikh Koné. Faire de la Côte d'Ivoire un pays autosuffisant en riz et lui permettre d'être l'un des plus grands exportateurs de cette céréale. C'est l'objectif de cette rencontre qui a réuni les différents acteurs du secteur rizicole. Il s'agit de trouver des solutions techniques et technologiques adaptées afin de faciliter l'accès de la Côte d'Ivoire au marché sous-régional et international. C'est des experts qui se sont réunis pendant des semaines pour dire, par rapport à notre connaissance du milieu rural, comment on va communiquer avec eux pour transférer les technologies issues de la recherche. Pour assurer la sécurité alimentaire, nous avons fait focus sur cette filière. Et dans les axes de développement de la filière, il faut vraiment mettre l'accent sur la production. Et pour mieux produire, il nous faut des données scientifiques, des éléments, des guides qui vont orienter les producteurs. Et donc, nous pensons que ces documents vont donc permettre aux différents acteurs d'avoir une boussole pour pouvoir faire la production de masse. Dénommé Partenariat pour le développement de systèmes rizicoles durables en Afrique subsaharienne, ce projet a été initié en appui à la Stratégie nationale de développement de la riziculture, SNDR. Et dans le fil de l'actualité, ce communiqué qui émane du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le samedi 9 juillet 2022, jour de la fête de la Tabaski, l'Aïd el-Kébir est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention. Le 9 juillet, donc, vous le savez certainement, on vient juste de le confirmer, eh bien, la communauté musulmane célébrera la fête de la Tabaski. La fête se prépare à tous les niveaux, entre courses aux moutons et autres préparatifs. L'on pense également à la tenue à mettre pour la circonstance et le bazin sera assurément le maître incontesté de la garde-robe à l'honneur au-delà de nos frontières à Ouagadougou, Burkina Faso. C'est tenu la traditionnelle cérémonie de don de bazin. Cette année, ils sont au total 205 personnes qui bénéficient de ces dons. Reportage Kader Sogodogo depuis Ouagadougou, Burkina Faso. Des chefs de village, de communautés, des guides religieux. Ils sont au total 205 personnes qui pourront bien s'habiller le jour de la fête de la Tabaski. Chacun reçoit 5 mètres de bazin et une enveloppe pour la couture. Le don est fait par le député de la circonscription au nom du ministre d'État Teni Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. L'homme, vous saviez, qui est un artisan du devoir et symbole de la bienfaisance, nous envoie envers les parents, communier avec les parents pour qu'ensemble nous puissions bien fêter dans la paix, dans la convivialité. Les autorités de la ville et les bénéficiaires saluent cette action qui soulage véritablement. Tous les Wangolo, chefs de village, tous
il est content. Tous les imams là, il est content. Toutes les femmes là, il est content. Elle fait c'est la belle. Nous sommes dans une zone où tous les parents n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir bien s'habiller pendant la fête. Je crois que c'est un acte à louer. Donc je crois qu'il a encouragé pour ce qu'il vient de faire ce matin. La fête de la Tabaski, l'Aïd el-Kibir ou la fête du mouton est prévue pour le 9 juillet 2022. Voilà les populations de Ouangolodougou qui recevaient donc des dons en basin pour passer cette fête de Tabaski dans d'excellentes conditions. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier mercredi 6 juillet 2022 94 nouveaux cas de Covid-19 sur 1329 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs et 54 guéris et 0 décès. À la date donc du 6 juillet 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 83 823 cas confirmés, dont 82 577 personnes guéries, 805 décès, 441 cas actifs. Le nombre total d'échantillons qui est de 1 556 216. Le 5 juillet 2022, 8 194 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 14 904 910 doses du 1er mars 2021 au 5 juillet 2022. Les acteurs terrain engagés dans la lutte contre le VIH et la tuberculose ont reçu des motos afin de rendre plus facile leur mobilité, dont offert par l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et sachez également que, avec la direction régionale de l'environnement, il a été question d'une journée de lutte initiée pour justement sensibiliser à la lutte contre la dégradation de l'environnement. Il s'agit pour cette direction d'inviter les populations à œuvrer pour la protection de leur milieu naturel. On retrouve notre reporter Soro Corona. Cette journée de l'arbre est célébrée à Iré par la coopérative agricole de Sokaï. C'est une occasion pour la coopérative de sensibiliser la localité au respect de l'environnement. Une procession a été faite dans la ville jusqu'à la forêt sacrée de Boyoro, suivie d'une opération de planting d'arbres avec les agents des eaux et forêts. L'arbre joue un grand rôle sur le plan climatique, fertilisation, économique, environnemental et puis même agricole. La forêt de Boyoro est un patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire qui a subi plusieurs actes de destruction. Cette action va lui donner un nouveau souffle. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. En ce sens qu'il aurait ajouté quelque chose à l'humanité. L'arbre donnera des fruits, ou tout au moins de l'ombre, à ceux qui naîtront demain. La coopérative Sokaï a profité de cette journée de l'arbre pour parler de son bilan et de ses perspectives aux populations de Iré. Les populations de Iré, vous avez pu le voir, est bien sensibilisées au respect de la forêt. Et nous le disions à l'instant, on continue de parler de questions environnementales avec cette sensibilisation également au respect de l'environnement et surtout à la lutte contre la dégradation de l'environnement dans l'IFU. Rendons-nous après Cro. La direction régionale de l'environnement de la région de l'IFU sensibilise sur l'agriculture intensive, les feux de brousse, l'orpaillage clandestin, des actions de l'homme qui détruisent l'environnement. Pricro, département de la région de l'IFU, n'échappe pas à ces phénomènes. Des préoccupations pour les acteurs de l'environnement de la localité. L'environnement subit un coup dû au feu de brousse surtout, et puis l'orpaillage clandestin qui est en train de prendre le pas sur, j'allais dire, toute l'étendue du territoire national. Donc c'est la même chose pour le département de Pricro. Nous passons même dans les villages pour faire des sensibilisations. La direction régionale de l'environnement et du développement durable a voulu ainsi sensibiliser les populations de l'IFU sur la protection de l'environnement à travers la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement. Nous appelons à poser des actes de reboisement, la meilleure utilisation de nos terres, éviter les feux de brousse parce que nous savons que c'est une région qui enregistre beaucoup de feux de brousse quand la période sèche arrive. Donc nous avons profité de ce canal-là pour les sensibiliser, les amener à poser les actes qui contribuent à la protection et à la préservation de l'environnement. La journée dédiée à l'environnement a eu pour thème
La terre, notre vie. Occasion pour les autorités locales de procéder à un planting d'arbres. On avait décidé déjà de faire un planting de gazon et d'arbres. Et quand la proposition nous a été lancée, ça a été une aubaine à saisir. Et c'est avec beaucoup de joie que nous voyons cela se réaliser effectivement. Le préfet du département de Prikro invite également les populations à œuvrer davantage dans la restitution du couvert forestier ivoirien. La Côte d'Ivoire comptait 16 millions d'hectares de forêt en 1960. Aujourd'hui, en compte 3 millions. Un reportage signé Soro à Corona. À l'occasion de la célébration de récompense du prix national d'excellence édition 2020, le ministre de la Ressource animale halieutique a primé le deuxième lauréat et cette cérémonie s'est tenue donc au cabinet du ministre à Abidjan Plateau. Le lauréat classé 3e n'a pu être primé du fait de la faiblesse de sa moyenne. Quant au premier, il a déjà été célébré au palais présidentiel le 5 novembre 2021. On retrouve ce reportage Espérance Jacalé de Dangui Dangui. Récompenser le lauréat classé 2e du prix national d'excellence en lui remettant un trophée, une attestation et un chèque d'1 500 000 francs CFA, c'est l'objectif de la cérémonie de ce jour. Le prix national d'excellence a eu une période d'interruption suite à la pandémie à Covid-19. Les lauréats de 2020 n'ont pas été primés cette année-là. Vraiment, je remercie l'État qui nous encourage dans nos petits boulots, qui veut vraiment que sa population travaille, sa population soit autonome. Je veux dire à mes camarades femmes que l'élevage de lapins, les femmes peuvent plus réussir dedans que les hommes. Pourquoi? Parce qu'on a l'instinct maternel. Nourrir une population, vraiment c'est un don de Dieu. Et si tu as ce don, en tout cas tu es à l'aise dans ta vie. Dans le cadre de sa politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture 2021-2025, le gouvernement s'engage à développer le secteur des ressources animales et halieutiques. L'État jouera pleinement son rôle d'accompagnateur des opérateurs économiques et ainsi permettre de réduire considérablement l'importation de viande et de poissons. S'agissant de la cuniculture, l'État a engagé un certain nombre d'actions, à savoir la vaccination en urgence de 5000 lapins contre la maladie à fin 2021, le nettoyage et la désinfection des fermes atteintes et enfin une campagne de vaccination qui sera organisée cette année 2022 avec pour objectif de vacciner 10 000 lapins. Cette politique se déploie à partir des différentes stratégies nationales de développement et répond à des enjeux d'autosuffisance alimentaire. Des diplomates ivoiriens ont été formés sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants en Côte d'Ivoire. Un atelier organisé par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora en vue de sensibiliser ces diplomates ivoiriens sur les enjeux des phénomènes liés à la traite des personnes et du trafic illicite des migrants. Franck Quadio nous en parle. La traite et le trafic illicite de personnes sont de réelles préoccupations à l'échelle internationale. Elles impliquent des violations flagrantes des droits de l'homme, telles la vente et l'exploitation de la vie humaine, un crime pouvant parfois aller jusqu'à la perte de vie humaine. Face à la menace, des réflexions sont ouvertes. Il s'agit ici d'outiller les diplomates sur les questions de lutte contre la traite de personnes et le trafic illicite de migrants en Côte d'Ivoire. En termes d'efficacité, on peut mieux faire, ça c'est vrai, mais il était bon que nous qui sommes déjà aux avant-postes, nous sommes aussi outillés pour ne serait-ce qu'identifier les phénomènes, prendre en charge et puis veiller à ce que ces trafics-là prennent fin quand on sait quels sont les acteurs, les auteurs de ces trafics. Désormais, le tribunal peut être interpellé, il pourra réagir. Un cas de trafic illicite, voilà qu'est-ce qu'il faut faire, comment le traiter et comment prendre les dispositions pour apporter une assistance à ce compatriote qui voit ses droits bafoués, je dirais. En maintenant 5 ans, nous avons, avec le ministère d'État et la Direction générale de la diaspora, pu assister plus de 10 000 Ivoiriens qui se sont trouvés en détresse, soit dans le Sahel, soit dans les pays du Maghreb. Et donc on a assisté dans le retour volontaire, dans l'appui à l'arrivée et puis un appui à la réintégration. Une initiative du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Objectif, renforcer les capacités des diplomates ivoiriens sur la compréhension des enjeux politiques, économiques et sécuritaires de ces phénomènes sociaux. Notre pays n'échappe malheureusement pas aux ambitions malsaines des trafiquants,
et aux réseaux malveillants qui font de la traite des personnes et de la migration illégale un fonds de commerce honteux et aliénant. Raison pour lesquelles les États mettent tout en œuvre pour y faire face et lutter efficacement pour l'éradiquer en optant de la combattre sur tous les fronts. En 2015, le nombre de personnes qui ont migré sur les côtes italiennes a augmenté de 13 000, soit une hausse de près de 230% entre 2015 et 2016, selon l'OIM. Le groupe scolaire Grande École de Toumoudi a célébré ses meilleurs élèves et ses enseignants. En plus, cette école vieille de plusieurs décennies a vu ses bâtiments entièrement réhabilités et équipés. Cette cérémonie a été l'occasion de sensibiliser à la culture de l'excellence et du civisme, des valeurs qui doivent guider élèves et parents d'élèves et surtout les enseignants également. Abou Sanogo nous en parle. Fini l'année scolaire. Place à la célébration de l'excellence au groupe scolaire Grande École de Toumoudi. Et pour accueillir l'événement, l'école a fait peau neuve. Toutes les salles de classe ont été entièrement réhabilitées et équipées en matériel didactique. Tout ceci avec une cour bien aménagée. Pour cette édition, ils sont une cinquantaine d'élèves et enseignants qui sont récompensés pour leurs meilleurs résultats enregistrés au cours de l'année scolaire écoulée. Un tel événement, ça encourage les enfants à chercher à mériter des prix et ceux qui n'ont pas cherchent à égaler leur. Cette humiliation est une bonne chose. Donc on ne peut qu'encourager cela et être satisfait. Cette journée d'excellence est l'œuvre du comité de gestion du groupe scolaire Grande École de Toumoudi. Une initiative saluée par Tidiane Kabadiakité, cadre de la région du Bélier, par ailleurs parrain de la cérémonie. Parler d'excellence, il n'y a rien de tel. Et si nous pouvons apporter donc quelque chose à nos enfants pour qu'ils excellent dans ce qu'ils font, c'est-à-dire aller à l'école, ce serait bien. Nous avons réhabilité donc ce groupe d'école. Notre souhait, c'est de pouvoir faire des toilettes pour les enfants et puis mettre en place un centre multimédia pour que les enfants s'habituent à l'ordinateur dès l'école primaire. La célébration de l'excellence contribue à encourager les enfants pour qu'ils se mettent au travail et qu'ils comprennent également que quand on travaille bien, la société reconnaît nos efforts. La cérémonie de distinction des meilleurs élèves de cet établissement a permis aux parrains de remettre des kits et des bureaux à chaque enseignant des 5 écoles primaires que compte le groupe scolaire. Des dons qui viennent s'ajouter à la réhabilitation et à l'équipement de ce groupe scolaire de plus de 1000 élèves. Un récit d'Abou Sanogo, 25 villages de la sous-préfecture de Maran-Ndala, région du Béret, en mutation pour justement répondre aux besoins des populations à plusieurs infrastructures de base en santé, éducation, reprofilage des voies. Sont donc en construction des actions d'envergure à l'initiative du Conseil régional du Béret. On en parle avec Kwadio Kwame. Sous-préfecture de Maran-Ndala, région du Béret, composé de 25 villages et une population estimée à 30 000 âmes. La localité est en mutation pour répondre aux besoins des habitants en matière de développement. Des actions d'envergure à l'initiative du Conseil régional du Béret, ici à Kwasidougou, pose de la première pierre du foyer des jeunes. Ce qui vient d'être fait aujourd'hui, nous avons bon espoir que l'outil de développement que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place pour les régions marche bien. Idem dans la localité de Kwesso. Si on devait faire une réunion, c'est sous la pluie qu'on faisait ces réunions-là. Vraiment, aujourd'hui, c'est un abri qui arrange beaucoup la jeunesse. À Sanakoro, c'est un dispensaire rural qui verra le jour. Avoir un centre de santé dans notre village va faire la promotion de la santé maternelle et reproductive aussi pour les femmes. Et les hommes aussi vont comprendre l'importance de suivre la grossesse de leurs femmes. Dans le village de Niakambi, un logement de la sage-femme est prévu, ainsi que la finition de la maternité. Nous qui vivons en zone rurale, et avec ces de coups de pouce, ça nous booste et ça nous permet de bien travailler. Bientôt à Djedougou, un forage pour le village. Les femmes quittent ici pour aller jusqu'à au moins à 2 à 3 km pour aller chercher de l'eau, pour venir. Vraiment, ça mettait le village en retard. Aujourd'hui, je pense bien que le développement est bien arrivé. Ces actions de développement
précède la deuxième réunion du conseil régional du Béré à Marandala, chef-lieu de sous-préfecture. Mobilisation donc des forces vives de la localité afin d'être à l'écoute des acteurs du développement. On avait déjà un problème au niveau de l'école. Il y avait des voies impraticables pour les liaisons entre les différents villages. Sur l'ensemble des problèmes qu'on a exposés au conseil, le conseil a fait beaucoup. Pour le président du conseil régional du Béré, il s'agit d'être davantage proche des populations rurales pour un développement harmonieux et durable. Dans toutes les sous-préfectures, nous avons réalisé un certain nombre de projets qui sont à la mesure de notre attente. Nous avons envisagé pour l'année 2022 6 projets qui seront réalisés par le Conseil dans la sous-préfecture de Marandala. Au cours de la rencontre de Marandala, les populations ont pris connaissance du budget prohibitif qui est de plus de 3 milliards de francs CFA. Aussi, hommage a été rendu au ministre-gouverneur du Woroba, Moussa Dosso, acteur majeur du développement de la région du Béré. Voilà, des populations heureuses de recevoir très bientôt ces infrastructures. Dans l'actualité internationale au Nigeria, suite à une attaque minutieuse et synchronisée perpétrée contre la prison de Kuje, au Nigeria, à Abuja, près de 900 détenus se sont évadés, 443 sont encore disparus. Les autorités nigérianes attribuent cette attaque aux rebelles extrémistes islamistes. 64 suspects présumés membres de Boko Haram font partie des 879 fugitifs. 300 prisonniers ont été rattrapés par la police. Certains parmi eux se sont rendus de leur plein gré. L'attaque a duré près de 3 heures. Et puis toujours dans l'actualité internationale, sachez que le Premier ministre britannique Boris Johnson devrait annoncer sa démission à la tête du Parti conservateur alors que les départs se multiplient au sein du gouvernement selon BBC. Le média britannique, Boris Johnson pourrait rester Premier ministre jusqu'à l'automne, le temps qu'un nouveau leader soit élu parmi les conservateurs. Les heures à venir devraient donner confirmation à ces échos, sauf changement de dernière minute. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.